Bonjour, bonjour, la communauté de coups critiques. Non, non, vous n'avez pas la berlue. Je ne suis pas Pierre-Philippe Renaud. Ce soir, volte-face. C'est moi, Félix Antonuard, en compagnie de mon ami à lunettes. On a presque tous des lunettes. Francis Lamarche, pour une petite partie d'Obélien. Salut, Francis, comment ça va? Salut, mon beau Félix. Écoute, ça va super bien. J'ai très hâte à cette petite expérience que nous allons essayer ce soir. Oui. Hey, pour vous mettre en contexte, la gang, Pépé travaille sur un méga projet. Donc, il nous a fait une petite passe à la palette. On avait annoncé dans la dernière partie qu'on switchait un petit peu le format pour les prochaines aventures. Donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est comme une aventure à part. Je vous rassure, c'est pas un épisode filler à la Naruto, genre Naruto va s'acheter du lait, là. C'est quand même imbriqué dans, dans l'univers obélien puis dans l'histoire. Je veux que ça contribue à la narrative, mais Francis ne jouera pas à Stan ce soir. Je vais vous révéler bientôt qui il aura le plaisir d'incarner. Puis ce sera un petit segment qui va vous permettre d'explorer quelque chose dans le désert. On verra bien. Sinon, Francis, avant qu'on se lance dans la narrative et dans cette aventure, j'aimerais évidemment que tu me parles de nos très chers amis imaginaires. Oui, Boutique Imaginaire, nos amis, nos partenaires dans cette merveilleuse aventure qu'est Obélien. On les adore. Merci à eux de leur soutien dans cette série. Donc, Boutique Imaginaire, des boutiques un peu partout au Québec que vous allez aller visiter. C'est des boutiques incroyables. Vous pouvez trouver plein de choses sur les jeux de société, les jeux de rôle, toutes vos collections aussi. C'est des spécialistes des collections. Donc, que ce soit des Funko Pop allant à la monnaie, en allant jusqu'au timbre, en allant au Lego. Ils ont vraiment plein de choses. Donc, vous pouvez aller voir ça, tout ça sur leur site Internet également, imaginaire.com. Et c'est une livraison gratuite au Québec, en Ontario et Nouveau-Brunswick si vous achetez au-delà de 59 $. Et il y a aussi possibilité de shipper encore plus loin que ces 3 provinces et un peu partout. Donc, merci beaucoup, Imaginaire, d'être membre partenaire de Obélien. Okay, tu sais, dernier épisode, j'avais dit que je passais à Lac puis que je m'achetais une grosse corne pour pouvoir boire des affaires. Puis finalement, je l'ai échappé big, là. Tu l'as pas. J'ai pas acheté une corne. J'ai acheté 3 items de Game of Thrones. Je suis un gros fan de Game of Thrones. Okay. Fait que je me suis acheté une flasque I Drink and I Know Things qui était disponible sur leur site internet que j'ai reçu 2 jours plus tard. Puis je suis allé faire un pick-up en magasin à Trois-Rivières puis j'ai failli laisser toutes mes richesses. Mais je me suis acheté une beaucoup trop grosse bannière du serment de la Night's Watch. Puis quand j'ai déroulé ça à ma blonde, elle était comme nice. J'ai comme, yeah, this is great. Puis une casquette de Targaryen. Fait qu'en tout cas, si jamais vous avez des passions puis que vous avez envie de dépenser dans ces passions-là, l'imaginaire est votre ami. Merci l'imaginaire. Il y a des belles sections consacrées à la pop culture sur le site internet aussi. Allez voir ça. Ouais. Vraiment très cool. Francis, est-ce que tu es prêt à ce qu'on se lance dans cet épisode? Est-ce que je suis prêt autant que je puisse l'être à incarner un autre personnage? Et alors, on part ça avec notre thème musical. Maintenant! Rebonjour, magnifique introduction. Un grand honneur de pouvoir animer une partie après cette intro, après l'avoir joué autant de fois. Francis, je t'invite à imaginer, pour nous lancer ce soir, qu'il n'y a pas de flashback. Parce que le passé, le dernier épisode, on s'en fout un peu. Parce que de toute façon, la priorité en ce moment de ton personnage n'est pas du tout par rapport à ses souvenirs. C'est son cœur qui bat la chamade à l'intérieur de sa poitrine. Les yeux qui se plissent pour tenter d'apercevoir quoi que ce soit comme repère à l'horizon dans une gigantesque tempête de sable. Ça fait plusieurs jours que tu parcours le désert avec tes compagnons, mais malheureusement, à travers le vent qui souffle et la tempête qui vous a attaqué, tu as malheureusement perdu leurs traces. Tu t'es égaré, tu restes de ta horde, et seul le bruit de tes sabots qui foulent le sable chaud du désert de l'autre côté de la chaîne de montagnes et le point de contact que tu as avec la réalité. Tout autour de toi, ciel, sol, horizon, n'est que sable. Par contre, bien que ce soit les intempéries qui te posent problème, tu sais que tu dois faire vite pour ne pas perdre la trace de ton groupe, mais aussi parce qu'à tes trousses,
quelque chose te pourchasse. Alors qu'on voit cette silhouette qui se dessine à l'intérieur de la tempête, j'imagine ton bouclier relevé pour tenter d'une certaine façon de te protéger. J'aimerais, cher ami Centaure, pour mon bénéfice et celui du public, que tu nous décrives à quoi ressemble ton personnage. Yamvoril, je suis un centaure. Donc, Yamvoril, c'est un centaure, comme plusieurs des tribus qui peuplent ce grand désert qui est la mer de sable. C'est un voyageur, un explorateur qui suit le clan, mais c'est surtout un guerrier, un fidèle combattant qui suit Mogadam, je suppose, Oui, par une certaine extension. Il est peut-être justement était parti dans une troupe d'éclaireurs avec ses comparses pour le bien de la tribu dirigée par Mogadam. C'est un centaure assez costaud, mais plutôt agile. Il est, je l'imagine vraiment avec une espèce de longue tresse nouée avec ses cheveux qui sont un peu comme du crin de cheval, là, mais avec plusieurs nœuds à travers cette longue tignasse qui lui tombe au bas. Des tatouages rouge sang, un peu comme le reste de la tribu Arbor, qui semble imiter des griffes, puis quelque chose de très tribal. Et cette espèce de barbe aussi, une espèce de barbe broussailleuse qu'il a, puis qui va aussi justement se nouer avec des nœuds, puis qui descend assez long. Toi qui es un fan de Game of Thrones, imagine un mix un peu Drogo, puis... un cheval. Ouais, c'est ça, un cheval. Excellent. Alors, tandis que tu avances, ta barbe longue et nouée se remplit peu à peu de sable, ta bouche même lorsque tu essayes de respirer, tes narines qui poussent fort l'air pour expulser de tes poumons cet air chaud qui te donne l'énergie de te mouvoir rapidement parce que je te rappelle, Yenvoril, qu'il y a quelque chose à tes trousses. Dans la tempête, tu as été séparé du reste du groupe parce que le matin, vous avez pris la direction de la mer de sable pour vous rendre dans une destination qui n'est pas importante pour l'instant. Ce qui est important, c'est que lorsque la tempête vous a pris de court de plein fouet, vous avez perdu vos repères et tu as vu tomber à tes côtés un de tes compagnons d'armes et tu as entendu, à travers cette tempête, un bruit que tu connais, qui t'est familier. Une créature, des créatures qui voyagent toujours en bande. Et des guignols vous ont attaqué. Une flèche tortueuse s'est logée dans l'épaule d'un de tes compagnons. Vous avez fait claquer vos sabots et vous avez commencé à vous battre, mais la tempête a pris le dessus sur vous. Et tandis que tu pourfendais les ennemis les uns après les autres et que ta masse doit être gorgée de sang, tu te relevais tes yeux et tu ne voyais plus personne. Yenvoril, tu as deux choix. Soit tu continues à avancer pour prendre la fuite, soit tu te retournes et tu combats. Qu'est-ce que tu fais? N'étant pas certain de la quantité d'ennemis qui peut rester suite à notre première altercation où est-ce qu'on a été surpris, je pense que je vais essayer de continuer tout droit dans l'espoir de, à la limite, si je vois à qui est la menace la plus proche de moi, j'agirai en conséquence, mais je pense que Yenvoril va continuer son chemin, essayer de retrouver, sortir de cette espèce de tempête puis essayer de retrouver son chemin. Excellent. Alors, tandis que tu avances, tu frappes le sol avec répétition en perdant un pied à quelques moments, mais tu réussis à te rattraper grâce à ta musculature puissante et tu dévales les pentes et les dunes les unes après les autres en criant peut-être à t'en époumoner le nom de tes compagnons, mais il n'y a que le vent qui te fouette, qui te répond et les rires des hyènes autour de toi qui tranquillement commencent à t'encercler. Tu continues, tu fonces, t'avances et t'avances. Je vais te demander de faire ton premier jet de la partie et de rouler un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Ouh, un jet d'athlétisme. Oh! 7. 7. Tandis que tu avances, tes pattes s'enlisent dans le sable chaud, tu perds pied, tu mets un genou au sol, puis tu te relèves et tu vois se détacher une ombre à proximité. Qui part en courant en ta direction. Puisque nous ne sommes que deux, Francis, ce soir, nous n'allons pas rouler de grosses séries d'initiatives. L'ennemi fonce vers toi. Est-ce que tu fonces dans sa direction pour l'abattre ou tu essaies de tirer quelque chose à distance? Lui, il veut s'en prendre à toi au corps à corps. Je vais, t'as lu dans mes pensées, je vais prendre un javelot, je crois, et tenter de le toucher, toucher la menace que j'entends. Excellent. Alors, tu vas pouvoir rouler, mais à des avantages puisque tu es dans la tempête. Je m'en doutais. Fait que, allons-y.
Premier lancé. Deuxième lancé. Est-ce que 9, ça touche? 9, ça ne touche pas. Tu lances le premier javelot puis tu le perds de vue, mais tu vois se distinguer tandis que tu essaies de reconnaître un bruit. Peut-être que tu as touché ta cible, qu'il y a 2 yeux jaunes qui foncent vers toi, une gueule béante qui salive et qui bave, puis un rire qui fonce, puis se relève sur ses 2 pattes arrière, puis va se propulser pour clac, essayer de te planter. Ça lance dans l'épaule. Go for it. C'est un 1 naturel là, pour commencer la partie. Le gnoll fonce vers toi, puis tu donnes un coup du derrière de ton corps chevalin pour le repousser sur le sol et tu continues à reprendre ta route. J'imagine dans l'espoir de retrouver soit un point pour te défendre ou bien peut-être une cachette. T'es dans quel mode en ce moment, Yen Voril? Mais voyant l'ennemi qui est si près de moi, je vais essayer de au moins éliminer cette menace-là pour pas qu'elle me surprenne encore de dos. Fait que je vais attaquer. Je vais prendre mon fléau, Morning Star. Et là, tu dis qu'elle est à terre en ce moment? Elle est à côté de toi là, en ce moment. Ok, parfait. Ben, je vais la toucher. Je vais essayer de l'attaquer. Fantastique. Est-ce que 11, ça touche? Malheureusement, d'un coup de moulinet, la créature s'effondre au sol puis commence à 4 pattes à ramper autour de toi, puis tu vois d'autres yeux jaunes qui commencent à apparaître dans la tempête. T'as pas besoin d'être un grand chasseur ou un grand guerrier pour prendre conscience qu'en ce moment, tu es en désavantage numérique flagrant, Yen Voril. Okay. Est-ce que tu veux te déplacer? Oui. Ben oui, je vais essayer de me faire disengage, puis je vais essayer de... Comme t'as attaqué, bonus action ne fait pas disengage, donc il va avoir une attaque d'opportunité sur toi parce que... Ouais, ok. C'est vrai. Fait que, let's go. Je fuis. C'est un 21 pour toucher, Yen Voril. Et c'est un 4 points de dégâts perçants. Okay. Tandis que tu quittes, il y a des crocs qui se serrent à l'intérieur de ta cuisse. Tu donnes un coup de sabot, puis tu continues à prendre de la vitesse. Puis tu grimpes, et tu grimpes, et tu grimpes cette dune. On va faire un jet contesté de l'athlétisme pour savoir si l'ennemi te rattrape, Yen Voril. Parfait. Yen Voril, il est pas super... 14. 14? Yen Voril, il roule pas tant fort à soi. On est loin d'Aslan. Tu grimpes la côte, puis tu tombes face à face avec un gnoll arc-bouté sur ses jambes pliées, ses grandes armures en loques, qui rit et qui étire un arc bandé, visiblement d'une facture autre que les gnolls. Il a été dérobé à l'une de ses victimes, puis il va laisser partir une flèche dans ta direction, mais ça sera évidemment à désavantage. Ça donne 6 pour toucher, ça te manque. Tu places ton bouclier devant toi, la flèche se loge, tu la casses sur le côté avec ton Morning Star. Qu'est-ce que tu fais, Yen Voril? T'as un gnoll devant toi qui est en train de reprendre une flèche dans son carquois. Je vais charger. Oh, nice. Je vais charger. Bonus action, charger. Habileté de centaure. Je fonce et je vais essayer de le frapper ensuite avec... c'est que je vais essayer de le frapper avec mon Morning Star et je vais lui donner un coup de sabot. C'est ça mon idée d'affaire. Fait que première attaque pour le Morning Star. Ah, un naturel. OK, fait que ça manque. Il y a beaucoup de sable. C'est très sableux. Très sablonneux. Oh, 20 pour toucher. 20 pour toucher, ça touche. Tandis qu'il recule sous l'élan de ta Morning Star, tu vois qu'il perd un peu pied, puis tes 2 sabots se lèvent, puis crac, tu l'écrases, roule tes dégâts. 7 points de dégâts. Oh, damn. Excellent. Il tombe puis il s'écrase au sol. Quelle serait ta réaction à ce moment-là, Yen Voril? Est-ce que tu veux continuer à t'abattre sur lui ou tu continues? Ouais. Excellent. Tu continues. Fait que tu continues, tu te sauves et c'est son tour. Il va essayer de te mordre au passage. Avec un maigre 5, les dents claquent et t'entends derrière toi les rires qui sont de plus en plus présents. Yen Voril, dans ton esprit de guerrier, tu sais qu'en ce moment tu as besoin de trouver une place soit pour te cacher ou un point pour te défendre. Tu continues en direction devant toi ou est-ce que tu regardes, tu prends le temps de regarder autour de toi? Je vais prendre le temps de regarder, je vais faire un espèce de jet de perception si tu me permets pour essayer de trouver... Excellent. Fait que tu accumules quand même une bonne distance, 40 pieds. Jet de perception. 8. Tu essaies de scouter l'horizon, puis tu regardes autour de toi, puis tout ce que tu vois, c'est du sable qui te fouette, tes cheveux qui tombent dans ton visage, que tu essaies de réajuster du mieux que tu peux, puis tu entends un gnoll à proximité qui se rapproche et une flèche qui part dans ta direction.
Oh, chanceux que ça soit à désavantage, parce que Deep Sea Dice roulait pour moi et la flèche aurait volé en plein cœur, mais au dernier moment, tu es capable d'éviter cette flèche-là. Ta réaction, Yann Voril, combat ou fuite? Étant donné que j'ai rien vu de près, je continue, je fuis encore. J'essaie de prendre la distance pour peut-être essayer de refaire un jet de perception. Je cours et je regarde, là, tu sais. Excellent. Tu cours et tu cours et tu cours. Ça sera pas ton action, mais je vais te demander de faire un jet de stealth à désavantage, s'il te plaît. Pour voir à quel point, malgré ton armure de maille, tu es capable de te camoufler dans le vent qui claque et le sable. Oh, à désavantage, j'ai eu 16. 16 quand même. Ouais. Le poids de tes sabots fait s'écouler du sable de la dune derrière toi, brouillant un peu tes pistes au passage, ce qui te donne suffisamment de temps, bien que tu aies pris 80 pieds de distance pour semer un peu tes assaillants. Mais tu les entends se crier derrière dans une langue qui t'est inconnue. Ils te cherchent. Tu dois trouver une cachette. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde, de perception ou de survie. Et tu me dis ce que tu choisis. Je vais y aller avec survie juste parce que les perceptions n'ont pas bien été l'autre fois. Critique pour 24. Excellent. Tu te calmes, tu respires, tu fais appel à la puissance de tes ancêtres, au calme du guerrier, au calme du combattant, et tu essaies de trouver le meilleur endroit pour te reposer. Tu inspectes les dunes à travers le sable qui fouette, tu es capable de voir que le vent se faufile à l'intérieur des dunes, puis tu te rends compte que tu es dans ce creux-là, entre des dunes. Si tu suis les creux entre les différentes dunes, tu devrais être un peu plus camouflé puis avoir la possibilité de bien trouver un endroit pour te cacher. Et tu sembles distinguer vers ta droite, imaginons à l'est, une formation rocheuse. Est-ce que tu pars dans cette direction-là? Je vais aller probablement vers la formation rocheuse. J'essaie de trouver peut-être un escarpement où je pourrais me cacher, une grotte ou quelque chose comme ça, là. Ouais. Excellent. Alors, on va faire un dernier jet contesté d'athlétisme ou bien de stealth, si tu veux être le plus furtif possible ou le plus rapide. Ça va être athlétique pour essayer d'être plus rapide. 15. 15, largement suffisant. Tu te fouettes toi-même le derrière pour botter ses sabots en entendant des cris peut-être de guerriers tribaux de ta tribu. Vous n'avez pas peur, vous êtes fort, vous ne vous cachez pas. Et tes sabots frappent le sable et jettent derrière toi un nuage de plus en plus grand, de plus en plus imposant. Tu serpentes à travers les dunes et tu remarques que cette formation rocheuse-là semble se détacher de l'horizon. Et à l'intérieur d'elle, un petit escarpement. Par contre, c'est très sombre. Est-ce que c'est ton salut ou ta mort? Yann Voril, est-ce que tu te jettes tête première dans ce trou pour te cacher ou est-ce que tu prends le temps d'attendre à l'extérieur et d'inspecter au risque d'être repéré? J'y vais directement. Je sais que de toute façon, avec la quantité d'ennemis qui est à mes trousses, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir gagner un peu de temps, là. Fait que, ouais. Excellent. Alors, tu te lances tête première, puis tu glisses en t'accrochant malheureusement au passage, certaines mailles de ton armure qui frottent, qui claquent, laissent quelques marques au sol, mais le vent rapidement balaye le tout, comme si aucun centaure n'était passé là auparavant. Et tu retrouves le calme d'une petite alcôve. Le vent frappe et fouette à l'extérieur. À travers la fente de cette grotte, tu es capable de voir des ombres qui se détachent et qui jouent dans les dunes, qui crient entre eux. Et rapidement, ils s'estompent. Tu as un soulagement, mais tu as aussi un grand sentiment de tristesse ou de désarroi, puisqu'en perdant de vue les gnolls, tu as aussi évidemment perdu de vue les membres de ta tribu et de ton clan. Dis-moi, Yann Voril, à quel point est-ce que tu vois bien dans la noirceur? J'ai pas l'impression que je vois très bien dans la noirceur. Je n'ai pas cette impression non plus. Non. Alors, puisque tu vas jeter un coup d'œil autour de toi, je vais te demander de faire un jet de perception, mais à désavantage. C'est la façon simple qu'on aura de le... Est-ce que tu me permets de peut-être allumer une torche parce que j'en ai dans mon inventaire? Évidemment, mais la lumière peut peut-être provoquer le fait d'être vu. Est-ce que je suis assez loin dans cette espèce d'entrée pour allumer une torche sans que ça soit vu par les gnolls? Tu t'avances puis tu recules à l'intérieur de la grotte, de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Il y a des odeurs qui t'assaillent. Tu allumes la torche qui finit par s'embraser. Et puis tu es comme un peu aveuglé tout à coup par la lumière. Et tu vois rapidement au sol quelque chose qui traîne la patte et qui glapit.
Et tandis que tu approches un peu ta torche, puis un petit mouvement de recul, tu reconnais un animal que vous croisez, que vous chassez, mais pour lequel vous avez beaucoup de respect. Un loup des sables, qui a dû lui aussi se réfugier de la tempête. Et tu vois qu'il essaye le plus adroitement possible de se reculer puis de s'acculer à la paroi de la caverne en position défensive, mais il n'a pas la possibilité de mettre du poids sur sa patte arrière. Il est blessé. Du sang coule. Une morsure de gnoll. Lui aussi, il partage un ennemi commun. Comment réagis-tu à ça, Yenvoril? Étant donné que c'est un animal qu'on vénère et qu'on... est-ce que je peux faire un jet, mettons, de médecine pour voir à quel point il est mal en point? Parce que mon choix est, est-ce que je mets fin à ses souffrances ou par signe de respect, j'essaie quand même de calmer l'animal puis de, à la limite, lui donner un soin quelconque ou quelque chose que je suis en mesure de connaître. Là. Fait que... Excellent. Ça va être un jet de médecine et la marque à atteindre est vraiment facile. Ça va être un 10. Ben, il y a eu 18. Fait que, 18. ouais. T'es habitué de chasser. T'es habitué de reconnaître une blessure qui ralentit un animal, qui le fait agoniser, d'une blessure franche, comme vous les aimez, comme vous les appréciez, comme seuls les bons chasseurs sont capables de faire. Un bon chasseur, pour toi, ça fait pas souffrir sa proie, ça l'abat. C'est ça la force d'un chasseur. Mais le gnoll n'était pas un bon chasseur. Il a uniquement blessé l'animal, qui pourrait peut-être, avec tes soins, si tu réussis à l'amadouer, être capable de remettre un peu de poids sur sa patte si vous prenez un moment pour nettoyer sa plaie, peut-être la soutenir, utiliser un bandage. Mais avant ça, tu devras l'amadouer. Donc, il n'est pas en état critique. Après tout ce qu'il a vécu, puis en voyant cette créature-là qui probablement la chose familière, il est pas dans l'idée de rentrer dans un combat non plus avec un loup. Fait que probablement qu'il irait vers ça va d'essayer d'amadouer l'animal. J'essaie de voir dans mon inventaire si j'ai quelque chose. Assurément que tu as de la nourriture sur toi, quelques rations, j'ai des quelques pommades et rations, autres. ouais. Là, tu sais. J'essaierais de prendre une ration, puis je ferais, tu sais, ne bouge pas, l'animal. Nous sommes tous les deux pris ici. Puis là, j'essaie comme de l'amadouer. C'est ça. Donc, avec le Morning Star à ta taille, la torche que tu rabaisses un petit peu, tu essaies d'envoyer des signaux comme quoi tu n'es pas là pour te défendre ou combattre, mais plutôt pour l'amadouer. Et je te demande de faire un jet de Animal Handling, s'il te plaît, mais à avantage puisque tu utilises une ration. C'est 21 avec avantage. C'est très long. On n'ira pas dans l'instantanéité du cinéma hollywoodien. On a quand même une bête sauvage devant nous, mais qui est blessée, qui a probablement erré, puis elle aussi est séparée du reste de sa meute. Et visiblement, là, elle a faim. Tu lances la pièce de jerky, disons, au sol, puis tu vois que l'animal tout de suite a un mouvement pour y aller, mais il recule, il est incertain. Il te regarde, il te jauge. Il y a un long silence, un gros échange de regards et d'énergie, de dominant-dominé. T'acceptes dans une certaine mesure de te rendre vulnérable. Tu prends quelques pas de recul, l'animal avance, tire un peu la viande vers lui, puis commence à la mâchouiller. Puis tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés à s'appuyer sur sa patte arrière. Comment réagis-tu à ça? Il semble être calme maintenant. Je vais inspecter la patte, là, je vais essayer d'aller sur le côté, puis... J'ai quand même une forme animale aussi, je suis à moitié cheval. J'essaie de, sûrement par son body language, Yenvoril, il sait comment avancer délicatement, puis montrer qu'il n'est pas une menace non plus. Puis il va juste inspecter sa patte, voir s'il est en mesure de faire quelque chose avec ça. T'inspectes la patte, puis assez aisément, tu vois que c'est une blessure qui est relativement superficielle, dans le sens où cet animal-là n'aura pas la force de remonter par le trou où vous êtes descendu dans la caverne. Mais il n'est pas en état de danger ou de mort. Là. Quelques soins, un bandage qui vient contenir la plaie va arrêter le saignement. Puis avec ton excellent jet d'Animal Handling, en déposant la torche, en le nourrissant un petit peu avec la ration, en lui parlant, en récitant peut-être des prières chamaniques ou autres, tu es capable de t'approcher de lui. Tu saisis un morceau de tissu, puis tu lui appliques un bandage. L'animal est très calme, très calme en ta présence.
Puis une fois que le bandage est appliqué, puis tu continues à parler, tandis que la torche émet quelques reflets rougeâtres autour de toi à l'intérieur de la caverne, tu te rends compte que tu n'es pas la première personne qui passe ici. Un lieu de refuge qui a probablement été fréquenté par de nombreux pèlerins auparavant. Il y a des grandes fresques sur les murs, très primales, comme des mains avec de la peinture qui a été soufflée, des animaux qui sont représentés. Je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. OK. 15. 15. OK. Ça ne voudra pas dire grand-chose pour toi, Yann Voril, mais ce sera évocateur un petit peu pour notre ami Francis. Tandis que sur les parois, à travers les buffles que tu reconnais, les différentes créatures, lézards, arcs-boutés, tu reconnais aussi des choses que tu n'avais jamais vues, des objets de légende, des hommes serpents qui sont grimpés sur une grande queue serpentine. Et tout ça semble s'animer dans une représentation. Les gens qui sont passés ici notaient ce qu'ils ont vu. Et il y a une chose qui détonne, une chose qui pour toi ne veut rien dire. Plein de grands êtres autour d'une grande statue de pierre, comme un grand menhir, une grande colonne. Et tu balayes du regard, puis tu remarques que le lieu impose le respect. Est-ce que tu désires te reposer un peu ou investiguer davantage? Mon but, c'est ma survie en premier lieu. Donc, je pense que je vais investiguer avant même de te penser à m'asseoir puis essayer de me reposer. Je veux vraiment être sûr que je ne risque pas une attaque soudaine parce qu'il peut se cacher ici. Encore une fois, tu fais appel à tes sens de guerrier, toi qui vis dans les déserts, toi qui vis dans les plaines. Tu prends conscience que le lieu est calme et tu sens une petite brise, un petit coup de vent sur ton visage, puis tu remarques qu'il y a une bourrasque qui rentre à l'intérieur, comme le sable qui se jette à l'intérieur de la grotte. Et tandis que tu suis ce courant d'air, tu remarques que derrière une des parois, il y a un petit coude et qui semble mener plus loin à l'intérieur de la grotte. Tu vois que le loup en question finit de dévorer ses rations, puis naturellement, s'en va inspecter, puis commence à tourner autour de toi. Tu vois de l'autre côté de cette paroi de pierre, justement, le sable qui s'engouffre dans cette bourrasque, synonyme, ou plutôt symbole, qu'un chemin semble se dresser de l'autre côté. Tu jauges d'un coup d'œil à l'extérieur, là par où tu es entré. C'est sûr que tu as plus de chances de retrouver directement ton groupe en passant de ce côté-ci, mais la tempête fait encore rage. Si tu veux repasser dans cette direction-là, le mieux, ce serait d'attendre, de te reposer, d'attendre que la tempête se calme. Mais si la tempête se calme, tu sais qu'une fois à l'extérieur, toi aussi, tu vas être plus visible. Mm-hmm. En contrepartie, si tu prends le chemin qui te mène à l'intérieur de la montagne, la possibilité pour toi de voir qu'est-ce qui se trouve derrière, est-ce que c'est une façon de te prémunir contre les dangers, ou peut-être, t'espères, si le vent s'engouffre, que ça débouche quelque part. Quelle serait ta décision, Yann Voril? Probablement que Yann Voril a jeté un regard vers l'entrée, puis il voit la tempête qui continue, puis là, sa rencontre avec le loup aussi, là, puis de comment la créature semble réagir. Il sent tout d'un coup moins seul dans cet endroit-là. Donc, probablement qu'il va continuer son chemin à l'intérieur, sachant qu'il y en a peut-être pour des jours avant que la tempête se calme, connaissant le désert comme lui il connaît. Là. Fait que tant qu'à rester là, à rien faire, je crois qu'il va essayer de trouver un moyen à la limite, peut-être quelque chose qui va lui permettre de subsister ou de rester encore le temps qu'il faut dans cet endroit-là, plus loin. Excellent. Alors, tu vois que tu t'en vas pour t'avancer avec tes gros sabots à l'intérieur de ce petit escarpement-là. Thanks pour le sound effect. Tandis que tu t'avances, tu te rends compte que contre toute attente, c'est relativement aise pour circuler. Dans le sens où cette grotte ou cette caverne est assez grande, très grosse. Probablement que les personnes qui ont laissé les différents symboles et les fresques étaient de grandes créatures également, même s'ils n'ont pas nécessairement laissé de signature à proprement parler. Il y a des symboles de main, mais est-ce que c'est les leurs ou d'autres visiteurs de passage?
Si je regarde au sol, est-ce qu'il y a des traces de... C'est des traces humaines, des traces de sabots, des traces... Est-ce que je suis capable de voir s'il n'y a pas eu du mouvement de certaines créatures? Roule un des 20 plus survie, s'il te plaît. Pour un gros 20. Nice. Il y a des traces au sol. Des traces que tu ne connais pas. Un ensemble de petits points. Comme si des créatures avaient fait des allers-retours de toute petite taille, en balayant le sol, de multiples petites personnes ou une grosse créature avec plusieurs pattes. Tu as vu un paquet de trucs dans le désert, mais ça, tu le reconnais pas. Par contre, si t'étais pas un expert pisteur, t'aurais juste imaginé que c'est le sol rocailleux, là. Mais là, t'as pu reconnaître que, oui, il y a quelque chose de l'autre côté. Donc, un peu plus sur tes gardes, tu jettes un coup d'œil de l'autre côté de l'escarpement, puis tu vois, clopinant, qu'il y a une créature qui décide de t'accompagner. Est-ce que c'est parce qu'elle a l'espoir que tu puisses lui donner d'autres rations, ou qu'elle a reconnu en toi aussi la possibilité de se sortir de ce pétrin? Et vous vous retrouvez les deux de l'autre côté de l'escarpement. Et tu sens la bourrasque maintenant beaucoup plus franche, qui te rassure parce que tu sais que la direction dans laquelle tu te diriges mène vraisemblablement vers une sortie. Par contre, il y a un choix que tu dois faire maintenant, Yenvoril. Puisqu'une fois de l'autre côté, tu te rends compte que c'est un long corridor relativement bien façonné, mais très rustre. Les parois de terre rocheuses qui forment des espèces de longs dômes très circulaires, serpentins devant toi. Mais à droite, tu te rends compte qu'il y a des pierres qui se dégagent sous le sable, comme si la grotte avait été déposée sur d'anciennes constructions très très vieilles, très très anciennes, de grosses dalles de pierre qui semblent descendre dans les profondeurs, accompagnées des fresques de plus en plus franches. Tu as deux chemins. Soit on descend, soit on continue tout droit. OK. Yenvoril va se retourner vers le loup. Sachant que la créature ne peut pas vraiment lui répondre ou quoi que ce soit, mais il va essayer de voir son body language, comment la créature voit vers le devant. Est-ce qu'elle semble humer l'air? Est-ce qu'elle semble sur ses gardes? Comment elle agit? Elle semble peu intéressée par l'escalier qui descend, les yeux rivés, la queue très droite, prête à décoller à tout moment en dépit de sa patte, rivée vers le couloir. T'en déduis dans son body language, on va rouler sur l'excellente connexion que tu as avec le loup depuis tantôt, là, qu'il y a du danger devant. Mais c'est vers là que son attention est portée. L'air est plus frais devant. Le chemin qui descend semble être moins dangereux aux yeux du loup, mais semble moins porteur de solutions simples. Yenvoril va prendre son bouclier, son fléau dans les mains. Puis les profondeurs pour un centaure, ça sonne pas bien pour lui. Ça n'a pas l'air d'être un chemin super pratique pour une créature comme lui. Fait que, si le loup, il semble déjà prêt, puis si je suis capable de le laisser prendre un 5-10 pieds devant moi, là, puis je vais me tenir prêt, puis je vais faire écoute, tu n'es plus seul maintenant. Affrontons ce qu'il y a devant nous et nous sortirons plus fort. Puis j'attends pas une réponse, mais Yenvoril va comme ça, les vers devant, va faire let's go. Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose, on y va. Et t'as ton bouclier dans une main, mais dans l'autre main, est-ce que tu tiens ta torche ou tu tiens vraiment ton Morningstar? Je vais prendre mon bouclier et je vais continuer de tenir ma torche. Ouais. Excellent. Donc, tu avances avec ton bouclier devant toi, puis avec ta torche qui jette les reflets lumineux un peu partout sur le couloir. Puis plus tu avances, réussissant justement sur l'excellent jet de survie de plus tôt, plus c'est évident, là. Il y a des choses qui parcourent ce couloir. Et tu remarques que les traces de pas ou de pattes qui sont au sol sont de plus en plus franches. Et qu'il y en a aussi qui traînent sur les murs. Et tu te rends compte que le tunnel dans lequel tu te trouves a été creusé. Le véritable chemin, c'est dans le sous-sol. Mais la sortie, c'est devant toi. Il y a une créature qui est élue domicile dans cette caverne. Et là, il y a un frisson qui te parcourt l'échine, puisque cette créature-là est suffisamment grosse pour que toi-même, tu puisses t'engouffrer dans le tunnel. Tu continues ta progression lente, puis à quelques moments, le loup s'arrête,
brusquement, regarde au sol, tasse un peu, puis t'éclaires avec ta torche. Puis en général, pour ton aventure dans le tunnel, je vais te demander de rouler un D20 plus investigation, s'il te plaît. Essayer de déceler le danger. Un gros 10. Un gros 10. Au bout d'un moment, ton sabot écrase quelque chose de visqueux. Tu lèves tout de suite la patte, mais tu sens que la patte, il y a une certaine résistance, comme si tu avais pilé dans de la boue très spongieuse, très collante. Puis quand tu relèves la patte, le loup glépit, puis commence à aboyer. Parce qu'il y a des centaines de toutes petites créatures qui quittent le nid que tu viens de détruire. Et tu te rends compte qu'il y a d'autres petits spots comme ça sur les murs et au plafond autour de toi. Et de petites araignées noires, zébrées, commencent à se répandre un peu partout sur les parois. Puis le loup essaye d'en croquer, mais les araignées sauvent. Celle-ci semble inoffensive. Et tu vois qu'elle longe les parois, puis il y a quelque chose qui t'apparaît maintenant évident, mais que tu aurais pu t'empêtrer à l'intérieur. Elle semble longer de tout petits fils. Puis boing, boing, boing. Qu'est-ce que tu fais, Yenvoril? Dans le fond, je vois clairement qu'il y a une toile devant moi. Est-ce que Yenvoril a déjà combattu ce genre de créatures-là, des araignées? C'est sa première fois qu'il voit ça. Ben, roule un des 20 plus nature, on va le savoir. Ben oui. 10 et plus, t'as déjà entendu de ça. T'en as déjà mangé. 16. 16. T'as déjà combattu des araignées loups du désert, de gigantesques migales. Puis là, pour toi, c'est évident. La caverne dans laquelle tu viens de tomber, elles se tiennent aux abords, puis elles sortent, puis elles viennent capturer quelque chose. Et t'as eu combien? 16? 16. À 15 et plus, je te donne un petit gravy. Si elles ne sont pas là, et qu'elles n'étaient pas là à t'attendre à l'entrée de la caverne, c'est qu'elles ont ramassé une proie. Okay. Il y a quelque chose qui a été capturé avant toi. Et tu vois les petites toiles et les différents filaments qui commencent à vibrer, puis tu entends cette résonance-là à l'intérieur du couloir. Est-ce que tu continues, tu recules, tu t'arrêtes, tu te défends? Qu'est-ce que tu fais, Yenvoril? La dernière chose que je veux, je pense, c'est avoir la menace de dos, sachant maintenant ce que c'est. Fait que je vais continuer, mais très prudemment. Toujours en éclairant le feu, puis en essayant de faire fuir un peu les créatures devant, là, puis avec la chaleur, je suppose que si on est dans un endroit très humide et la chaleur, c'est quelque chose qu'ils aiment pas tant. Là. Non, tout à fait. T'approches ta torche, puis tu vois que les araignées là, commencent à se sauver, puis il y en a même qui tombent draine morte au sol tellement la torche brûle vive. Puis au passage, si t'éclaires trop près même de certains des nids, tu vois qu'ils se consument, puis t'entends des centaines de tout petits criquetis et cris. Les bulles tombent, les œufs tombent au sol. Mais tu vois toujours cette vague-là qui fonce vers toi. Il n'y a qu'un seul grand couloir. Tu le sais, tu es un guerrier. Tu fonces vers le danger. Mais tu continues à avancer. Et t'avances. Et t'avances. Les sens aux aguets. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh! Avantage, puisque tu es aux aguets. 19 avec 19. Avantage. Tu regardes, puis soudainement, tu vois que la caverne s'ouvre tranquillement, puis tu jettes naturellement les yeux un peu plus vers le plafond, puis ton sabot remet la pointe, justement, du sabot dans quelque chose de collant, puis tu as tout juste le temps de transférer ton poids vers l'arrière, puis tu vois qu'au sol, il y a une toile beaucoup plus grande qui s'étire, et devant toi se trouve le nid de la bête. Tu n'avais pas pris à l'intérieur de sa toile. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu jettes ta torche, tu te défends, ou tu fonces tel un centaure? Là, j'ai un de mes sabots qui est collé Il est pas pris. Ok, mais j'ai failli être pris. Ok, dedans. Exactement. Ouais. Donc, ce que Yenvoril va faire, il va... Au moment où il va déposer sa torche, il va essayer de la déposer très près du fil. Essayant de brûler ce fil-là. La partie de la toile qui est la plus proche de lui. Et du même coup, il va commencer à préparer peut-être un javelot. Parce que son idée, c'est que s'il y a quelque chose qui s'en vient, au moins essayer de le frapper
à distance avant J'entends d'entrer ça. en combat direct proche. Tu laisses tomber la torche au sol. Tu vois que le loup montre les dents. Puis se place tout près de toi. Naturellement, vous formez désormais ce duo de combattants qui tentent de survivre dans l'antre de la bête. Et la flamme prend du temps à prendre, puis commence tranquillement à brûler la toile. Puis tu vois que ça se répand dans une grande série de connexions de toiles. Puis tu entends des cris stridents. Puis il y a une bête qui tombe devant toi, beaucoup plus grosse que ce que tu aurais pu t'imaginer. Chaque centaure qui a déjà combattu une mygale a probablement fini dans sa gueule ou l'a ramené comme snack. Mais toi, t'as juste vu des pattes. Là, t'as le monstre devant toi, gigantesque, imposante, ses 8 pattes qui commencent à grimper puis à glisser sur les toiles, ses yeux globuleux, sa gueule grande ouverte, ses crocs, elle fonce vers toi, mais t'as le javelot prêt. Laisse-les partir, puis ensuite de ça, cette fois-ci, on va rouler initiative. Ouais. Ouh. OK. Un javelot. OK. Donc, je lance mon javelot. Yes. 20 pour toucher. Oh, ça touche, roule tes dégâts. Ça va être un 6 de dégâts piercing. Nice. 100. Tu laisses aller le javelot, puis il se plante dans la créature, puis il craque de plein fouet. Là, tu vois son sang qui coule noir, puis elle se recroqueville, puis ses pattes se replient sur elle-même, puis elle ouvre les pattes, puis elle va continuer à foncer vers toi. Mais tu te rends compte qu'elle n'était pas si grosse que ça. C'est juste que derrière elle, il y a 2 autres créatures qui commencent à avancer. Puis il y a 3 grosses araignées qui foncent vers toi. T'en as blessé une. Maintenant, roule l'initiative. Oh yeah. OK. Ça va être un 15 pour mon 15? initiative. Ouais. Excellent. Oh là là, parfait. de grosses araignées. Le loup et toi, vous allez jouer en même temps et les araignées vont foncer vers toi. T'es le premier à réagir. Qu'est-ce que tu donnes comme ordre au loup? Ben, je sais qu'il est blessé. Fait que je vais essayer de dire... Brosse-toi. Attends, qu'est-ce que je peux dire à un loup? Est-ce que, dans le fond, excuse, plutôt que de lui dire instinctivement ce que tu essaierais de faire, c'est de te mettre devant lui pour le protéger, de le garder à côté de toi, ou tu sais, tu charges avec lui puis il va te suivre? Je vais charger en guerrier. Rah! Puis je vais comme Excellent. frapper sur le torse. Puis me donner le courage. Il y a 3 migales devant moi. Là. Excellent. Let's go. Fait que tu vois que tu commences à foncer tel un grand centaure, puis la créature, malgré sa patte blessée, va continuer à te suivre. Puis vous êtes un peu empêtré à l'intérieur des toiles, bien que tu aies été capable d'en faire brûler quelques-unes, mais assez rapidement, tu es capable de te rendre à la première mygale, puis tu vois que le loup va s'attaquer à un autre araignée à côté de toi. Roule ton attaque et c'est une charge. OK. Fait que... Parfait. Fait que... Je vais faire mon coup de fléau. Un naturel. Donc, bon, je manque. Mais est-ce que mes sabots toucheront? 12 pour toucher, je pense. C'est la classe d'armure à atteindre. Roule tes Ok. dégâts. 12, OK. Fait que... 5. Oh, parfait. Tu donnes un coup avec ton Morningstar, la créature recule, puis elle saisit l'opportunité, tandis que tout ton ventre est exposé, puis elle essaie de foncer vers toi, mais tes 2 sabots, bang, ça bat sur sa tête, puis tu l'écrases au sol. Le loup qui est à côté de toi va continuer à courir, puis va sauter sur une autre créature, et je vais te demander de faire son jet d'attaque, s'il te plaît, Francis. Ça Ok. va être un D20 plus 4. OK. D20 plus 4. Donc... Et ça sera avantage, puisqu'il a Pack Tactics. Oh oui, c'est vrai! C'est vrai, ça! Ah, ça va être 9 plus 4, 13. 13, mais ça ok. touche, ça touche. Ok. 2D4 plus 2, Francis. OK. 2d4 plus 2, ça me donne 4 plus... Ça fait 6. 6 points de piercing de bouche de loup. Il mord puis il se prend après l'une des pattes puis il commence à être tiré avec sa gueule puis t'entends un gros puis le sang de la créature commence à tomber au sol, ce liquide visqueux, puis la patte est arrachée puis le loup tire de toutes ses forces puis recule puis se place à côté de toi, mais ça n'empêche pas les araignées de foncer sur vous. Avant leur tour, parce que je ne veux pas précipiter les choses, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais faire à ton tour, Yann Voril? Déplacement, J'ai utilisé ma peut-être? bonus action, j'ai utilisé... Mon action? Mon action. 30 pieds de déplacement. 30 pieds de déplacement. Est-ce que je suis dans une position où, si je me déplace, je mange une attaque d'opportunité par une de ces créatures-là en ce moment? Non, mais tu laisses un peu ton loup seul à la main.
Je reste avec mon loup. Excellent. Ensemble, on est plus fort. Excellent. Fait que tu te retournes vers l'autre araignée qui fonce sur ton flanc à ta droite, puis le loup est pris avec l'araignée qui est blessée à ta gauche, et les deux araignées vont essayer de vous attaquer, et elles vont essayer de vous mordre. Donc, pour toi, ce sera un 7 pour toucher. Et pour le loup, ce sera un 7 pour toucher. Vous réussissez à vous placer puis à tourner ensemble, puis avec ton gros cul de chevalin, t'es capable de les repousser puis de repousser leur attaque, puis tes sabots éloignent les créatures, puis elles aussi reprennent un peu de distance. Ça va donner une attaque d'opportunité sur l'une de ces créatures. Donc ça utilise ta reaction. Parfait. 14 pour toucher. 14, ça touche. Roule ton attaque. Pour un 7 de dégâts. Oh, excellent. Puis, on va rouler une attaque d'opportunité pour le loup aussi parce que les deux araignées commencent à se replier puis à reculer. Donc, encore une fois. Plus 2. Plus 4. Plus 4, excuse-moi. Coup critique pour le loup. Fait que excellent. 24. Donc, 2 des 4 fois 2 plus 2. OK. Donc, 3, 6, 8. 8 dégâts piercing. 8 points de dégâts. Tandis que la bête se recule, le loup n'a pas dit son dernier mot. Il fonce, puis il mord directement dans la face, puis les yeux commencent à crever sous l'impact de ses crocs, puis il recule, puis la créature fait juste essayer de se scinder, puis le loup plante ses pattes dans le sol, puis la créature recule au même moment, puis il tire, puis le céphalothorax de la créature se rompt en deux, et le loup a sa proie, l'araignée, déchiquetée. Il y en a juste une qui fuit. Et tu sais, en tant que chasseur, si elle s'en va vers quelque chose, ou quelqu'un, ou quoi que ce soit pour essayer de lui prêter main forte. C'est maintenant ton tour. Vous avez utilisé vos reactions. Il y a une araignée qui commence à fuir et qui vous tourne le dos, puis qui s'enfuit à vive allure. On y court après. On court après parce que mon réflexe, c'est soit je l'arrête avant qu'elle, justement, va chercher Ali, ou soit elle fuit parce qu'elle connaît la sortie pour être en sécurité. Donc, excellent. Je cours dans cette direction pour essayer de la toucher. T'essaies de courir, mais là, vous vous rendez dans la section où tu n'as pas brûlé encore les toiles. Puis tes pattes s'empêtrent, puis t'as beaucoup de difficultés. C'est du terrain difficile. T'es pris un peu au piège. Tu ressaisis ton javelin au passage que tu pourrais essayer de lancer dans une ultime tentative. Si tu manques ton coup, la créature s'enfuit. On va l'essayer pareil. Oh! 23 pour toucher. Ça touche. Tu te calmes. Tu reprends ton souffle. 7 points de dégâts. Tu laisses partir le javelin qui plaque la créature contre le mur, qui essaie de se débattre, puis ses pattes commencent à se recroqueviller contre elle, puis elle sort dans un point, puis vous êtes capable de vous dépêtrer des grandes toiles. Puis tu prends connaissance qu'au-delà de ce petit nid, il y a différents couloirs qui semblent remonter à la surface, 3 majoritairement. 2, un à ta droite, un à ta gauche et un devant toi. Par contre, la créature semblait fuir devant toi. Alors, Yann Voril, dans quelle direction est-ce que tu voudrais continuer ta route? Je vais aller devant moi, parce que je me dis... de mon lancer de nature, je connais un peu les migales, je me dis, c'est pas des êtres probablement très intelligents, c'est plus, ça marche à l'instinct. Fait que je vais aller vers où est-ce qu'elle se dirigeait. Ouais. Excellent. Je regarde le loup, puis je tu es correct, tu es capable de continuer. Tu regardes, il y a plein de liquide visqueux qui coule de sa gueule. Ses 2 yeux sont vraiment sauvages et remplis de violence. Pendant un instant, t'as comme une crainte de comme, OK, est-ce qu'il va comprendre qu'on est encore en équipe? Puis il se retourne, puis il sniffe l'air, puis il se recable la queue, puis il se rapproche de toi. Puis à ta droite et à ta gauche, vous entendez des bruits de pattes qui commencent à descendre vers vous. Est-ce que tu utilises la vitesse ou est-ce que tu fais un siège? On avance, on court. Excellent. Tu pars en avant de toi, laissant derrière toi malheureusement tes javelins. Tu as tout juste le temps peut-être de ramasser ta torche que tu gardes allumée. Tu souffles sur les braises, elle s'enflamme de nouveau et vous enfuyez dans le couloir devant toi. Vous vous dirigez, toi et ton nouveau compagnon loup canin, dans le couloir et vous foncez. Ma question pour toi, quel est ton choix? Est-ce que tu veux y aller avec précaution pour éviter de t'empêtrer ou sauter par-dessus des trucs ou peu importe? Ou est-ce que tu utilises toute la vitesse du centaure et tu fonces? Je fonce, puis je dirais même que si, étant donné que le loup traîne de la patte, je vais pas attendre son autorisation, je vais essayer de le prendre, de tenir le loup avec moi pour essayer qu'on aille à la même vitesse à la limite.
Excellent. Donc, tu as la possibilité, en tant que centaure, de transporter du matériel avec toi en plus grande charge. Je vais te demander quand même de faire un jet d'athlétisme par rapport à ça. La marque à atteindre va être 12. Si tu as... Dans tous les cas, tu vas pouvoir continuer à avancer. Si tu es au-dessus de 12, t'es pas ralenti. That's it! J'ai 12. Donc, 12 et plus, t'es pas ralenti. Tel Legolas dans le film, tu saisis le loup au passage qui est estomaqué un peu, mais qui semble te faire confiance, puis de toute façon, il tremble de peur devant les créatures. Puis tu te rends compte qu'il commence à être un peu étourdi après avoir goûté au sang et au poison de ces bêtes. Et vous courez. Puis tu ramasses des toiles des fois sur toi, puis au bout d'un moment, tu sens que ta torche prise au passage, puis commence à s'illuminer derrière, mais tu continues à avancer un petit peu dans la noirceur, et tu laisses ta torche derrière, puis les toiles brûlent, puis t'entends les pattes le long du couloir, puis t'avances, rassuré en te disant qu'une fois devant toi, tu vas trouver de la lumière, et tu sembles percevoir à travers les trous de la grotte qu'il y a une forme de lumière. Tu sens le vent et l'air frais, puis tu continues, tenant le loup dans tes bras. Je vais te demander de faire un jet, soit d'acrobatie, ou d'athlétisme, mais j'aimerais que tu me dises lequel des deux, s'il te plaît. Ça va être athlétisme parce que j'imagine la scène, tu sais, il galope, puis à un moment donné, il essaie de se donner un espèce de swing pour essayer de sauter, puis de sauter par-dessus les roches, puis d'être... ça va être un 15. 15? Excellent. Je vais juste checker quelque chose. Parfait. Tu réussis à sauter, justement, puis à combattre la gravité pour t'extirper de l'autre côté dans une grotte similaire à celle que vous avez empruntée plus tôt, à l'autre extrémité du parcours. Tu t'extirpes de cette grotte caverneuse, de cette bouche de la mort, et tu vois des pattes qui commencent à en sortir, et toi tu roules puis tu culbutes à l'extérieur, assez maladroitement mais avec force. Tu laisses tomber le loup sur le côté, puis tu plisses immédiatement les yeux, mais la tempête ne semble pas faire rage. Et quand tu regardes autour de toi, le jour a cédé sa place à la nuit. Beaucoup plus de temps a passé à l'intérieur de cette caverne, beaucoup trop de temps. Comme si quelque chose manipulait l'espace-temps dans ce long couloir qui aurait pu t'amener et descendre dans un monde différent du tien. Et la nuit fait rage, les créatures se recroquevillent à l'intérieur de leur caverne, leur repas leur ayant échappé, les flammes faisant rage à l'intérieur de leur terrier. T'es seul avec le loup, les sens aux aguets. Comment se sent Yenvoril en ce moment? En sortant de cette caverne, est-ce que je suis atterri sur le sable quand même? Est-ce que je suis comme... Ouais, ok. T'es dans le désert? Probablement que... Ensuite, puis mon premier réflexe, c'est vraiment regarder les étoiles, puis la lune, voir... essayer de me repérer sur le temps, puis les directions. T'sais, surtout, les centaures doivent se guider avec les étoiles pour retrouver leur chemin. Fait que j'essaie de retrouver un repère, voir si je suis capable de trouver quelque chose, un indice. Excellent. Je vais t'inviter à faire un petit saut dans le temps et on va retourner ce matin-là. Tandis que, comme tous les centaures, vous avez lancé les osselets avec probablement le plus vertueux de votre clan pour voir quels étaient les symboles ou les signes que tu pourrais apercevoir dans ta journée. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. C'est comme ça qu'on va le gérer. Oh. 9. 9. Ce matin-là, t'as pas compris pourquoi. Mais quand on a lancé les osselets au sol, certains regards se sont posés sur toi, Yenvoril. Et Mogadam, ta chef, s'est approchée et avec une peinture rouge très épaisse et visqueuse, a marqué un long trait au-dessus de tes sourcils. Et elle t'a dit, dans la langue qui est la vôtre, que tu étais celui qui allait voir. Aujourd'hui, la raison pour laquelle vous avez pris la route ce matin-là, c'est que vous étiez à la recherche d'un symbole, de la voie à suivre. Le plus vertueux, le plus arcanique, le chaman de votre tribu, le prêtre centaure, l'interprète des étoiles, vous a amené dans ce long périple à l'intérieur du désert pour chercher quelque chose, une lueur qui vous guiderait vers de grandes richesses, vers la gloire, vers la quête qui sera la vôtre. Et tandis que tu relèves les yeux au sol à inspecter les étoiles et la lune, tu n'as pas besoin ou tu n'as pas le temps de retrouver ton chemin, parce que tu sais la marche à suivre.
puisque dans le ciel, une lueur vive, rouge, commence à devenir de plus en plus forte, de plus en plus intense, de plus en plus lumineuse. Et tout à coup, dans la chaîne de montagnes qui se dresse à l'horizon, celle qui vous a toujours séparé de l'Empire des hommes, un gigantesque météorite vient de s'abattre, et désormais, une faille va relier les deux mondes. Et toi, Yen-Voril, tu es chargé de la mission de rapporter ce que tu as vu à Mogadam la Rouge. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure, Francis. Bravo! Wow! Thank you, man. Quelle fin! Thank you. Merveilleux. Merveilleux. Merci à toi, merveilleux que. Mais merci, puis magnifique que tu as embarqué dans cette aventure avec un loup comme seul allié. Ben, j'ai un fait pour les animaux puis les compagnons. Fait que je vais pas juste abandonner. Puis je suis content de ne pas l'avoir abandonné. Hein, Tout finalement. à fait. Tout à fait. Et wow, j'espère que les gens qui ont écouté cet épisode-là ont autant aimé ça que moi, parce que moi, j'ai vraiment trippé à jouer. Quel incroyable DM tu es. Ah, ben merci, Francis. Toujours plaisant de jouer en ta compagnie. Une belle réception, une belle répartie, puis t'as bien incarné ce que devrait être un centaure en quête mais spirituelle. Pas de symbiose, on voyait les choses de la même manière. Puis on a vu un météorite. Ouais, c'est ça. Un météorite. Hey, merci beaucoup, personnes qui ont suivi cette aventure, cette partie avec nous. Je suis très content que vous ayez été au rendez-vous. J'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes, malgré le fait que je n'ai pas la sympathique bouille de notre ami Pépé. On se lance dans quelques petites parties comme ça qui vont nous permettre de donner du jus puis de la chair dans cet univers-là qui est Obélien. On est quand même rendu à 35 épisodes. Aujourd'hui, c'était le 36e. Au cours des prochaines semaines, justement, comme Pierre-Philippe est sur son grand projet, ben on va s'alterner peut-être la parole en tant que DM. Et puis un jour, Pierre-Philippe reviendra pour, comme promis, explorer davantage les passés sombres et obscurs de nos différents héros. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez aimé la partie de ce soir, que vous soyez nouveau sur la chaîne ou là depuis le premier épisode, peut-être vous abonner. Hein, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent nos aventures. Aussi, cocher la petite cloche qui va pouvoir vous garder notifié de nos prochaines parties. Et puis, si vous n'avez pas envie de tout ça, là, vous avez juste envie de mettre un gros pouce puis un gros commentaire, c'était malade, vive les centaures! Écoutez donc votre cœur. Allez là où vos sabots vous mèneront, chère communauté de coups critiques. Et puis sur ce, ben on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!